pour échanger autour de l'évolution du retail et de la data. On sait que le secteur il est en pleine transformation. La data est un élément clé de cette transformation, mais on va le voir, c'est un carburant, ce n'est en rien un moteur. Et pour échanger avec vous sur ce sujet, aujourd'hui, on a deux invités. On a Jean-Charles Borde, responsable du digital e-commerce chez Smile, et on a Nicolas Vaudran, en charge du retail et des services associés chez 55. Je vais leur laisser la main tout de suite pour qu'ils se présentent. Jean-Charles. Oui, bonjour. Bonjour à tous et bonjour messieurs. Donc comme tu l'as dit Jean-François, moi je suis Head of Digital chez Smile et du coup je travaille sur la stratégie et l'accompagnement de nos clients, la stratégie de l'offre digitale chez Smile et sa commercialisation globalement et tous les partenaires et les expertises qu'on peut avoir pour croître sur le marché et pour répondre au mieux aux attentes de nos clients sur la France et les pays sur lesquels on est présent, en Europe. Nicolas. Oui, bonjour tout le monde. Donc moi je suis Nicolas Vaudran, je dirige la practice retail et services chez 55 et nous aidons nos clients à exploiter la donnée média, analytics, CRM pour avoir une meilleure expérience client que sur l'ensemble des retailers, que ce soit alimentaire ou non alimentaire. Merci. Alors, pour le bon déroulé, on a enregistré cette séquence, ce qui va nous permettre en fait de vous répondre quand elle sera déroulée en ligne par chat. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous serons présents pour y répondre, même si vous nous voyez en train de gesticuler à l'écran. Pour entamer cet échange, cette heure, je vais revenir sur quelques fondamentaux et pourquoi cette rencontre. Microsoft est un acteur majeur en fait dans le retail et sur le secteur des biens de grande consommation. On nous voit relativement peu parce que finalement, on travaille vraiment sur l'infrastructure. On pense que le monde est en train de massivement se transformer et le secteur du retail est directement impacté. Il est en train de se transformer, c'est-à-dire qu'on quitte une société qui était extrêmement linéaire, où globalement la performance était la planification et les process, et le consommateur était une cible qu'on attaquait en volume, et il fallait éviter le plus de produits possible. À un monde aujourd'hui qui est beaucoup plus en mode graphe, où on a de multiples plateformes en fait qui interagissent entre elles. Le consommateur devient une plateforme, c'est-à-dire qu'il devient acteur, il n'est plus uniquement une cible. Il a intégré la chaîne de valeur. Alors, on a tendance souvent à dire le client est le centre. Je ne pense pas que le client est le centre. En revanche, le client est un acteur majeur en fait dans cette chaîne de valeur. Et donc, dans ce modèle en graphe, ce qui est fondamental sur ces graphes, c'est à la fois que chacun des acteurs soit extrêmement clair sur sa proposition de valeur. Réfléchissez quand vous allez chez un commerçant, vous savez pourquoi vous y allez, soit parce qu'il est capable de délivrer rapidement, soit parce qu'il est capable de vous donner du conseil, soit parce que vous avez confiance dans la marque. Et donc, il est extrêmement important pour le retailer aujourd'hui d'être extrêmement clair dans cette proposition de valeur, parce qu'on va aller à sa rencontre si on sait ce qu'il la propose. Et le deuxième élément qui est clé dans ce nouveau monde, c'est l'interopérabilité. Le fait de pouvoir très facilement recomposer ces chaînes, c'est-à-dire que le consommateur puisse par exemple renvoyer ses produits, qu'il puisse participer à l'efficience des produits, qu'en termes de sourcing produits, on puisse aller chercher les produits dans le local. Enfin bref, on est dans ce monde qui est absolument fabuleux, qui est en train de se reconstruire, où on va de plus en plus avoir à combiner des chaînes de valeur. Donc dans ce monde-là, on a des acteurs qui sont là pour accompagner les entreprises à gagner leur autonomie, pour s'approprier les outils, et donc travailler avec des solutions open source, travailler avec des modèles de données ouverts, avec des schémas ouverts pour gagner en indépendance sur les outils et les utiliser au mieux pour échanger avec leur écosystème, parce que c'est là que s'exprimera à la fois leur performance opérationnelle et leur capacité à engager l'écosystème. Et en même temps, il faut avoir des acteurs qui maîtrisent parfaitement la data. Faire en sorte que cette data, qui est leur pépite, la data, c'est qu'est-ce que les clients ont l'habitude d'acheter chez moi, combien je vends, etc. Que cette data devienne un vrai carburant pour leur transformation, pour proposer des nouveaux services, pour être extrêmement clair sur la valeur qu'ils ont à proposer à leurs interlocuteurs. Et là également, on va travailler sur ces sujets-là et ne pas se faire voler cette data, comme ça se passe bien souvent par des acteurs tiers qui prennent la main chez les retailers. Donc, on a vraiment deux axes aujourd'hui sur lesquels on va échanger avec vous. C'est comment reprendre en main ces applications pour être plus interopérables et plus indépendants et comment travailler cette donnée pour ne plus faire du client à tout prix, mais réellement du client choisi, du client qui choisit de travailler avec vous parce que lui proposer de l'information qui a du sens pour lui. Donc, on a vraiment ces deux axes. Et nous, Microsoft,
par défaut, en fait, on est un fournisseur de technologie, on est un fournisseur d'infrastructure. On travaille sur cette infrastructure pour la société de demain qui est en train de se créer aujourd'hui. On a l'habitude de dire que Microsoft n'a pas de solution à une infrastructure pour que nos partenaires et nos clients développent leurs propres solutions. Et donc, typiquement, c'est dans ce cadre-là qu'on s'aperçoit qu'on partage les mêmes valeurs que Smile et 55. Plus d'interopérabilité, plus d'usage pour sa propre performance de la donnée. Et c'est ce qu'on va développer ensemble dans cette interview. Donc, j'ai commencé, on va dire, par les applications au sens large avec Jean-Charles. Donc, si tu as commenté, en fait, quelles sont les valeurs, en fait, de Smile et effectivement, comment ça s'incarne dans ce nouvel horizon du retail? Oui, merci Jean-François. Je pense que la proposition de valeur qu'on apporte aujourd'hui et la conviction qu'on porte, c'est que, et qui est très forte dans le retail notamment, c'est que l'open source est un levier d'innovation et l'innovation est un levier d'expérience. Donc c'est un levier, et ce qu'on apporte chez Smile justement, c'est un levier d'expérience à travers des architectures qui sont plus ouvertes et plus flexibles. Ça, c'est une première chose, parce que finalement, si vous voulez, la même application, le même site, le même moteur de recherche que votre client, que votre concurrent, pardon, allez acheter une solution packagée, out of the box, et vous ferez la même chose. Et finalement, vous délivrerez la même expérience que votre concurrent. L'avantage de travailler sur des architectures qui sont plus ouvertes, plus flexibles, que vous allez pouvoir customiser à façon, c'est créer des différenciations d'expérience, des différenciations fonctionnelles qui vont être un différenciant par rapport à votre concurrence et créer des expériences singulières. Donc ça, c'est la partie plutôt applicative. Le deuxième point, c'est qu'on est plutôt sur une approche ce que moi j'aime à dire, le zéro compromis en fait. Donc c'est un sujet applicatif. Donc l'idée, c'est de débrider toutes les compétences de l'entreprise, qu'elles soient des employés, des interactions que vous avez avec vos clients sur tous les canaux, et à travers toutes les expériences que vous allez avoir en front avec eux. Et donc, c'est pour ça que la liberté de l'UX, de l'expérience qu'on va avoir sur des interfaces et d'interactions clients, il faut qu'elle ait zéro compromis, et c'est ça notre travail en fait, apporter ce zéro compromis. Donc, en fait, si je voulais résumer, c'est ne pas réinventer la roue, mais vraiment partager, en fait, sur quelque part quasiment un bien commun, hein, c'est-à-dire sur du code, mais faire en sorte que chacun puisse se l'approprier pour parfaitement exprimer sa proposition. En effet, il y a deux choses. C'est qu'en fait, on est là, chez Smile, on va récupérer de la data de toutes les interactions de l'employé et des clients. On va la rendre intelligente et on va l'exposer sur ces fronts. Mais ces fronts, il faut qu'ils aient une logique, une intelligence, une flexibilité, une capacité à customiser pour en faire tirer le meilleur parti de cette data-là. Créer de la personnalisation, de la recommandation, etc., etc. Créer de la réalité augmentée, ça nécessite des architectures qu'on peut mettre en place. Avant de rentrer sur le détail de la data, aujourd'hui, en termes d'architecture, typiquement, vous évitez les templates, vous évitez en fait tout ce qui va apporter de la rigidité dans l'interaction. Ouais, alors du coup, ce qu'on appelle, on éclate le SI avec des responsabilités portées par plein de briques, plein d'applications dans l'entreprise, et on est plus dans une approche best of breed, mais aussi en front, où finalement l'ère du template, c'est-à-dire l'ère des fronts qui sont proposés par les solutions, elle est de plus en plus révolue, et on est plutôt sur ce qu'on appelle des dev fronts, où finalement on customise la façon, et pour acheter une paire de Stan Smith que vous achèterez chez Gosport ou chez Foot Locker, en fait, l'expérience, ça va changer en fonction de ce que vous allez rendre comme expérience sur l'interaction client. Et c'est ça qu'on veut faire. Il y a moins de templates, il y a plus de customisation à façon. Et donc là-dessus, vous appuyez sur les solutions de type Magento, comme ça a été le cas, par exemple, chez certains de vos clients? Oui, alors il y a des solutions évidemment comme Magento, comme Sidious, comme Oro sur le B2B, etc., qui sont des back-office ou des moteurs de e-commerce. Il y en a plein d'autres. Et puis en front, on va avoir toutes ces technologies autour de Vue.js, autour d'Angular, de React, etc., qui vont permettre du coup de développer le front. En fait, nos UX UI travaillent beaucoup avec les gens qui développent aussi, parce que ils sont très liés. Et du coup, on travaille avec ces technologies par exemple. Voilà. Et alors, vous vous mettez en mode pass, hein, généralement? Oui, alors c'est plutôt sur du pass aujourd'hui. On ne fait pas de SaaS justement pour éviter de. On ne travaille pas avec des solutions de SaaS pour éviter de faire du vendor lock-in, premièrement, de lier un client à une roadmap éditeur. Et du coup, on est plutôt sur des architectures pass où on va pouvoir gagner en liberté quand même, rendre les choses plus flexibles. Je vous donne un exemple, vous avez une Biocop par exemple.
sur lequel on a fait basculer vers Microsoft récemment. Du coup, on est sur l'architecture qui vont être de plus en plus éclatées autour de leur SI, du digital en général, et avec une infra portée notamment par Microsoft justement sur le PaaS. D'accord, donc là on voit bien en fait qui est de capitaliser sur, et je dirais des années en fait de savoir sur du code open source, de le personnaliser et de le rendre en fait agile entre guillemets, et en même temps accompagner l'entreprise dans son agilité d'utilisation de ses interfaces et de ses applications, mais en même temps reposer l'infrastructure sur quelque chose qui est quand même prévisible, on va dire, qui est du PaaS, hein, où on n'a pas à se entre guillemets embêter avec de la tuyauterie qui est aujourd'hui à moins de valeur. Ouais. Donc là, on est sur le modèle. Ouais. Et donc là, le client va gagner la liberté tout en sécurisant, je dirais, son infrastructure. Et donc, par rapport à ça, la data, en fait. Aujourd'hui, la data, on avait vu 5 axes, en fait, d'utilisation de la data. Est-ce que tu peux revenir dessus, Jean-Charles? Ouais, alors si on le spécifie au monde du retail, du coup, peut-être, nous, on travaille sur la data à plusieurs niveaux, à plusieurs piliers, en fait. Plusieurs piliers de data. Évidemment, on travaille, et c'est important. Plus depuis l'ère de l'omnicanal, du multicanal, puis de l'omnicanal, du commerce unifié, etc., on a apporté beaucoup plus de complexité dans la relation client et de l'interaction. Plus vous ouvrez de canaux, plus il y a de la complexité, et la complexité elle vient notamment de cette donnée. Alors évidemment, ça crée des opportunités, mais il faut savoir les saisir et la travailler. Ouvrir un canal web et un canal magasin, par exemple, ça a amené des problématiques de data produit, évidemment, comment j'expose ces données de manière cohérente sur tous les canaux, de data client, comment je la récupère et comment je personnalise sur chaque point de contact avec chaque client. Tu disais tout à l'heure, avec un marketing, on appelle one-to-one aujourd'hui, comment je choisis mes clients à travers cette data client. Et puis il y a la data stock, qui est un gros sujet du retail, on l'a vu notamment avec la crise sanitaire aujourd'hui, c'est comment je fais pour ouvrir la totalité de mes stocks qui m'appartiennent, ceux de mes fournisseurs, à mes clients pour éviter que mon client, quand je n'ai pas la Stan Smith chez GoSport, il n'aille pas chez Foot Locker, parce qu'en fait, cette paire de chaussures, je l'ai ailleurs en fait. Et j'ai besoin de l'exposer à mon client sur toutes les interactions. Donc on a quelques piliers comme ça qui sont structurants dans le retail, sur lesquels on va travailler, on va récupérer, et on va créer de l'intelligence, des analystes. Et c'est d'autant plus complexe qu'aujourd'hui, on a des outils nécessaires pour standardiser cette data, l'industrialiser, etc. Donc derrière, il faut la rendre intelligente et du coup l'exposer efficacement. Toujours la même chose, c'est si vous avez du pétrole mais vous ne savez pas comment le mettre dans le moteur, du coup c'est compliqué, la voiture n'avance pas. Et notre boulot c'est ça en fait, récupérer le pétrole, la mettre dans le moteur et faire avancer la voiture au mieux. D'accord, donc ça c'est vraiment un enjeu majeur. Ce que je pense, c'est qu'à partir du moment où on commence à vraiment travailler l'exploitation de ce pétrole, on s'aperçoit qu'il y en a dans beaucoup d'unités de l'entreprise, que ce pétrole n'a pas forcément la même durée de vie, la même qualité, etc. Et qu'il y a quand même un travail, en fait, pas de synchronisation, mais en tous les cas d'exposition, en fait, de ces différentes matières premières pour que chacun puisse les travailler en bonne intelligence et pour éviter faire en sorte que quelque part tout le monde parle la même langue et même capitalise en fait sur les différents canaux. Il y a un point important dans tout ça, c'est qu'il faut le monitorer en fait. Et ce que nous on appelle chez Smile, et c'est sur quoi on travaille, c'est la performance business. Et cette performance business, elle est à tout niveau. Comment je monitore la performance de mon entreprise en interne ou en externe, mais c'est le cas beaucoup dans le retail, à la fois sur les fronts de clients, les parcours, comment je les rends les plus performants. C'est pour ça que, par exemple, récemment, Content Square a levé 500 millions d'euros, par exemple. C'est aussi comment je la monitore dans le temps, c'est comment je monitore la manière dont j'intègre ces données-là. Ce monitoring de la donnée, il est indispensable pour s'assurer que, du coup, si je reprends l'exemple de la voiture, elle avance à la bonne vitesse et qu'elle avance vraiment. Mais aujourd'hui, cette donnée, quand vous travaillez sur les projets, quelle est la part ou la difficulté pour embarquer l'ensemble en fait, des parties prenantes, donc des équipes, qui vont chacune avoir leurs attentes, hein. Il y en a qui travaillent sur le stock, d'autres sur l'engagement client, d'autres sur l'e-commerce. Comment les synchroniser en fait pour qu'ils parlent entre guillemets la même langue donnée en fait? Je ne sais pas si je réponds bien à ta question, Jean-François, mais on parle beaucoup de référentiel, du coup, où finalement la donnée doit être intégrée dans un référentiel qui va être à disposition de tout le monde et tout le monde va l'enrichir de manière pour qu'elle soit exposée de manière cohérente. La donnée produit, par exemple, longtemps on a eu une différence, des contradictions d'informations produits entre le web et le magasin, par exemple, ou le web et une marketplace.
parce qu'on n'avait pas une donnée unifiée, enrichie par une personne et pas 10 000. Et donc, on gagne en productivité aujourd'hui et en cohérence. Et ça, c'est vrai pour la donnée produit, la donnée stock, la donnée client, etc. C'est les deux valeurs qu'on peut avoir sous ça. Donc, c'est comme ça. Alors maintenant, notre travail, c'est un peu ça, c'est faire travailler les gens de manière en synergie pour qu'ils contribuent. Et derrière, on a, au-delà de la technique, on a un travail d'accompagnement au changement, de training, d'évangélisation interne qui est nécessaire. Et ça va être notre travail aussi. Et donc, ça veut dire qu'il y a un accompagnement, en fait, effectivement, des équipes qui est important. Est-ce qu'il y a un travail également est-ce que, globalement, les sujets d'intégration ne se sont pas déplacés sur le front, là où ils étaient autrefois sur le back, pour avoir plus d'agilité? Ouais. En fait, nous, on croit beaucoup au fait que ce qui drive, c'est l'expérience. Et donc, du coup, c'est du front, c'est les fronts clients, qui soient les fronts magasins. Je parle avec un conseiller, c'est un front web, c'est un front entre collaborateurs, etc. Et en fait, le travail d'un retailer, c'est pas de faire de l'informatique et c'est pas de faire de la complexité technique. Et donc, du coup, il doit s'appuyer soit par des gens comme nous, des intégrateurs, des conseils, soit des gens comme vous, en fait, qui vont proposer ces infrastructures-là pour faciliter, rendre agile leur business, en fait. Ouais. Et donc, en fait, comme je disais tout à l'heure en introduction, finalement, on est moins sur des projets avec de la planification et des process sur plusieurs mois, mais on est plus sur une capacité à s'adapter en temps réel, en fait, et à créer quelque part ces chaînes de valeur. Donc, en gros, ce qu'on voit dans le système d'information, c'est ce qu'on voit, en fait, dans l'économie du retail aujourd'hui. C'est comment je me reconfigure rapidement pour avoir des différents sourcing, vendre différemment et distribuer à travers de nouveaux canaux. En fait, on le voit également dans les SI, en fait. Jean-François, moi, je suis encore assez surpris quand je vois des projets e-commerce de 12 mois, par exemple. Moi, je n'ai pas l'habitude de dire qu'un projet e-commerce, ce n'est pas un projet ERP. Et si on commence à lancer un chantier e-commerce, comme on lance un chantier ERP, en fait, on a déjà perdu la bataille. Et on l'a vu sur la crise sanitaire là, c'est que si on n'a pas cette agilité, qui est une agilité en termes… Je dirais qu'il y a 3 piliers d'industrialisation aujourd'hui, liés à la data d'ailleurs, et qui apportent cette agilité-là. Vous avez un pilier technologique qui s'appuie sur des technologies nativement débrayables et flexibles. Donc ça vous permet de créer de l'agilité, de meilleurs time to market. Il y a un pilier d'industrialisation de l'UX, des composants, etc. pour, pareil, créer de l'agilité, rationaliser ses coûts, créer du time to market. Il y a un pilier qui est l'organisation, et l'organisation de son SI et l'organisation de ses équipes, en fait. Et nous, on a des clients, par exemple, qui ont été durement touchés par le confinement et qui, en 10 jours, ont lancé une nouvelle activité e-commerce. Donc, à travers à la fois l'infrastructure qu'ils avaient, à travers les technologies, à travers l'organisation, à travers le traitement de cette data-là. Connaître ses clients, comment le déployer. S'il avait fait de manière physique, et là, je peux ma paroisse un petit peu, mais s'il avait fait seulement d'une manière physique, il y serait encore, en fait, il faudrait s'attendre des mois. Là, en 10 jours, on déploie des offres. Et ça, déployer des offres en 10 jours et revenir à l'équilibre en termes de business, c'est possible quand on a des partenaires ou une structure, une organisation agile, flexible. Et qu'on est solide sur ses fondamentaux. C'est parce qu'on a des équipes solides, en fait. Et nous, chez Microsoft, c'est notre obsession. C'est-à-dire que l'infrastructure Microsoft a une obsession, et l'ensemble des équipes Microsoft sont une obsession, c'est comment aider nos partenaires et nos clients à augmenter leur prévisibilité en termes de sécurité, de disponibilité, etc. Et en même temps, d'augmenter leur agilité. Comment je suis plus prévisible et je suis plus agile? C'est l'obsession de tout le monde. Et là, il n'y a pas 36 manières de faire. C'est qu'il faut être extrêmement fort sur ce que l'on sait faire. Et aujourd'hui, le plus dur, ce n'est pas d'imaginer ce qu'on pourrait faire. Le plus dur, c'est d'imaginer ce qui ne doit pas changer. Quels sont ces invariants? Qu'est-ce qu'on maîtrise? Et quand on sait ce qu'on maîtrise, après, on est extrêmement agile pour créer, etc. Et ça, aujourd'hui, on le voit au niveau aussi bien des modèles économiques qu'au niveau des systèmes techniques, en fait. Et toutes les infrastructures aujourd'hui que tu as décrites rentrent dans ce cadre-là. On maîtrise un code et on peut, parce qu'il est interopérable, facilement le rendre agile, tout en étant prévisible. On a parlé beaucoup de données, on est dans ce monde rapide. Quelques mots, en fait, c'est un peu un incontournable, parce que c'est également une obsession chez Microsoft, sur la sécurité des données, le respect des données, etc. Comment ça s'inscrit, en fait,
cette exigence aujourd'hui dans ces projets qui doivent aller de plus en plus vite et avec des acteurs qui montent en compétences. Hein. Nos clients, ils montent en compétences en même temps qu'ils découvrent ces sujets, notamment la data. Comment vous travaillez sur ce point-là, qui est aujourd'hui pour nous, on pense, fondamental en fait? En fait, il y a deux sujets. En effet, le sujet il y a deux sujets. Il y a un sujet de la cybersécurité et un sujet du RGPD et de la data client. Autour de la sécurisation de ces données. Le premier, on l'adresse chez Smile, on a créé une entité il y a quelques temps maintenant sur la cybersécurité. Comment je fais pour sécuriser, et c'est lié à la performance business, à la sécurité, c'est pas juste de l'applicatif, de l'expérience, etc. Sécuriser un business, c'est aussi sécuriser les données et les applicatifs. Donc on a créé un pôle qui va être là pour de cybersécurité chez Smile pour apporter tous les services sur la sécurisation des infrastructures, sécuriser l'applicatif, sécuriser les collaborateurs, etc. Donc ça, c'est ce qu'on a lancé parce qu'on s'est bien aperçu que finalement, nos clients qui commencent à faire 20, 30, 50, 100 millions, 150 millions, on a des clients qui font 16 millions d'euros par semaine en ligne. En fait, avoir une brèche de sécurité à ce moment-là, c'est compliqué. Avoir un down de 1 heure, on perd 300 000 euros de chiffre d'affaires. C'est incroyable. Et derrière, il y a plein d'impacts indirects qu'on n'identifie pas. Et donc, du coup, c'était indispensable d'apporter cette réponse-là. Et puis après, il y a le sujet du RGPD, de la data client et de la data consulting. Donc là, il y a deux sujets. Évidemment, vous avez le sujet du cookie wall, etc. Mais ça, c'est un sujet, je dirais, assez simple à gérer. Il y a plein d'acteurs sur ça. Et puis après, on a des acteurs, on a des partenaires comme Fair & Smart, par exemple, qui sont spécialisés sur la manière de gérer la data client qui dort dans l'entreprise et sur lequel il y a éventuellement un problème RGPD au niveau de la CNIL. Et là, c'est un peu plus compliqué parce que finalement, ce qui se passe, c'est qu'avec l'omnicanal, on en a parlé tout à l'heure, on récolte beaucoup de données partout. Il y a de la donnée dormante, il y a de la donnée qu'on exploite, il y a de la donnée qu'on exploite mal, mais il y a aussi cette donnée-là qui est perdue dans plein de briques USI et on ne sait pas vraiment où elle est en fait. Et à un moment, et ces clients-là, dont on a les codes de carte bleue, etc., qu'est-ce qu'on toutes ces données personnelles, comment on fait pour être compliant avec la CNIL quand on ne sait pas où elles sont exposées et quand on ne sait pas comment la gérer. Donc ça, c'est pour ça qu'on s'associe avec des partenaires comme cela, comme Fair & Smart, où finalement, nos clients, nous, on accompagne les clients dans l'e-commerce depuis 17 ans. Donc on a vu les premiers et au fur et à mesure, on s'en perçoit bien que ces clients-là, ils ont plein de données dans la SI qui sont mal gérées, et notamment la donnée client qui devient ultra sensible en fait. Et donc c'est lié à la fois à l'infra de nos partenaires comme Microsoft, et c'est lié à la manière dont on gère cette donnée dans notre SI. Et donc c'est là où on va accompagner nos clients. Ouais, c'est effectivement un élément sur lequel nous on travaille énormément, hein, c'est la sécurité et tous les services qui peuvent être associés soit à la cybersécurité, soit au RGPD, que va apporter en fait dans notre infrastructure. Donc on a parlé de beaucoup de data clients, donc là j'ai vu Nicolas bouger. 55, bon, boîte très réputée sur le sujet, ça serait bien que tu représentes en fait 55. Et puis Jean-Charles, on revient à toi tout à l'heure. En tous les cas, merci beaucoup pour ces premiers éléments. Avec plaisir. Nicolas. Ouais, donc effectivement, 55, on est un cabinet de conseil spécialisé dans la data marketing. On a été créé en 2010 et on aide nos clients à mieux exploiter la donnée marketing pour une meilleure expérience client de bout en bout sur la partie amont, médias, l'engagement, la conversion et la fidélisation de la donnée client, la donnée dormante parfois, comme disait Jean-Charles tout à l'heure. On est aujourd'hui plus de 300 salariés et on est pour la moitié des ingénieurs, data engineers, data scientists, et l'autre moitié des consultants. Et donc, notre métier, c'est vraiment d'accompagner nos clients à être autonomes sur le sujet de la data marketing. Donc là, c'est déjà un sujet sur lequel, je dirais, on se rejoint, c'est que on est convaincu que nos clients, qui sont de plus en plus nos partenaires, en fait, doivent vraiment prendre leur indépendance ou en tous les cas prendre la maîtrise en fait de ces datas. Aujourd'hui, un certain nombre utilisent, je l'ai dit en introduction, pour leur data des tiers qui se forment en fait, qui forment leurs intelligences, leur IA sur leurs données. Et ça, c'est un vrai risque aujourd'hui dans l'entreprise. C'est comment j'entraîne mon concurrent avec mes données. Avant de rentrer dans ces détails, aujourd'hui, comme j'ai dit en introduction, on passe d'un marché de volume où on utilise la data pour avoir le client à tout prix. Les règles sont en train de changer sur le marché.
Ça serait bien, Nicolas, tu es un expert sur le sujet, que tu nous présentes aujourd'hui justement ces chamboulements, notamment autour du cookies, etc. Nicolas. Oui, tout à fait. Alors, donc, il y a un constat, c'est que aujourd'hui, on n'est pas au rendez-vous, enfin les retailers, on n'est souvent pas au rendez-vous sur l'expérience client. Il y a une étude l'année dernière de Forrester sur le rapport de l'expérience client qui montre que 6% des Français aujourd'hui sont satisfaits de leur expérience client avec les retailers. Donc, c'est quelque part qu'il y a eu quelque chose un loupé. C'est que il y a aujourd'hui un décalage perçu entre la valeur de la donnée qui est apportée par l'internaute et l'expérience client servie en retour. Et c'est un décalage qui est devenu un sujet de société qui va autour de tout ce qui est la protection de la vie privée. Il y a 3 grandes familles d'acteurs aujourd'hui qui contribuent à réajuster le curseur entre la valeur de la donnée fournie par les clients et l'expérience apportée. La première famille d'acteurs, ce sont les navigateurs eux-mêmes, les technologies. Les navigateurs ont tout intérêt à ce que l'expérience client l'expérience de navigation, soit la plus fluide possible. Il ne faut pas oublier qu'au départ, les cookies qui ont été créés au milieu des années 90, l'objectif du cookie, c'est qu'il soit persistant entre les sessions, donc permettre de suivre un parcours cross-session pour avoir une expérience de navigation fluide. Mais dès le départ, on a eu aussi des sujets de vie privée. Et aujourd'hui, ces sujets de protection de vie privée sont un argument pour les navigateurs pour évoluer, pour Safari, pour Firefox, qui bloquent aujourd'hui les cookies tiers sur le navigateur. Donc ça, c'est une première catégorie d'acteurs qui bouge et qui est worldwide et qui est immédiat. Quand Safari va faire app tracking, donc là, avec le nouvel iOS 14, mettre de nouvelles conditions à la collecte des cookies, ça s'adresse à tout le monde tout de suite. La deuxième famille d'acteurs, c'est les internautes eux-mêmes, et notamment les plus jeunes, qui utilisent beaucoup des ad bloqueurs, qui permettent de bloquer tout simplement les cookies publicitaires. Et aujourd'hui, donc c'est pas neutre, sur les 18-25 ans, il y a à peu près la moitié des 18-25 ans qui utilisent des ad bloqueurs. Et la troisième grande famille d'acteurs, c'est la réglementation. Donc ça, vous en parliez tout à l'heure. Donc la RGPD, la CNIL en France. Et là, ce que dit la CNIL, c'est que le visiteur doit être clairement informé des usages qui vont être faits de ces données pour pouvoir s'engager ou pas. Et c'est là où on voit que c'est l'expérience client qui est privilégiée et que c'est la responsabilité du client de s'engager, enfin du visiteur, pardon, mais c'est la responsabilité de la marque de bien utiliser ces données à bon escient. Donc voilà en gros vers quoi les grandes tendances aujourd'hui. D'accord. Donc en fait, ça rentre un peu dans ce que je mettais en introduction, c'est que quelque part, on va demander au client d'aller à la rencontre de la marque et de choisir en fait la manière dont il veut être accueilli. Et il ne va plus quelque part subir en fait, je dirais, une fidélisation que lui propose l'enseigne par un cookie caché entre guillemets. Donc il va être moins en mode de soumission et plus en mode de choix. Ouais, tout à fait. Alors effectivement, ce qui est montré du doigt, et tu le disais Jean-Charles, c'est les cookies, évidemment. Nous, l'évolution qu'on voit sur l'avenir de l'utilisation de la data marketing pour le retail, on voit deux grandes tendances. Il y aura un marketing consenti. Quand le visiteur accepte la collecte de données, c'est une donnée qui est riche, dont le retailer est propriétaire, avec des enjeux d'exploitabilité, d'omnicanalité, mais qui, par sa richesse et sa granularité, sera vraiment le vivier pour le retailer, vraiment le pétrole dont tu parlais, Jean-Charles, tout à l'heure. Et une deuxième grande tendance, ça va être le marketing de cohorte. C'est pour tous ces visiteurs qui n'ont pas accepté. Là, on n'aura pas accès à la donnée granulaire, on n'aura pas accès aux cookies. Et donc là, il va falloir avoir des partenaires qui permettent d'avoir des segments agrégés. Donc on n'aura pas ça sera des segments agrégés, anonymisés, dont aujourd'hui il reste encore des questions, ces solutions en bêta, sur l'actionnabilité, sur les bons partenaires, qu'est-ce que vraiment les retailers pourront en faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit que la valeur doit être démontrée au client, c'est le client qui a le choix de fournir ses données ou pas auprès du retailer. Et donc le retailer, lui, doit prouver la valeur. Et donc ça passe par le développement d'offres et de services. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur les invariants, le métier premier,
et puis développer des offres et des services qui vont fidéliser, qui vont finalement, moi, visiteur, m'inciter à donner ma donnée client. Ça peut être, on l'a vu récemment avec le Covid, il y a beaucoup de choses qui se développent sur les services, sur un besoin de proximité autour du live commerce, autour du social shopping aussi, tout ce qui est réseaux sociaux qui arrive fortement en Europe. Ça, ce sont de nouveaux usages qui incitent l'engagement du visiteur. Et donc, le visiteur, spontanément, il voit la valeur, il va donner, il va fournir du coup des données à la marque. Donc ça fait partie des choses, effectivement, qui vont se développer probablement à l'avenir. Alors donc, pour aller dans ton prolongement, nous chez Microsoft, hein, donc on est là pour supporter l'infrastructure. Donc on a une approche quelque part qui est plus analytique, quelque part, parce que ça repose, je dirais, sur l'infrastructure de base. Donc notre perception, c'est que en termes d'expérience client, notre vision, c'est que l'expérience client, et c'est les résultats des différentes enquêtes, notamment d'Altavia, c'est que la première attente du client, c'est de trouver ce qu'il est venu chercher. Et en fait, l'enjeu des marques, c'est de savoir, mais en fait, qu'est-ce qu'il est venu chercher, en fait, qu'est-ce qu'il s'attend à trouver. Donc, ça veut dire que la marque doit être extrêmement claire, comme tu l'as dit, sur sa proposition de valeur, pour que le client il trouve effectivement ce qu'il est venu chercher. Et ce qu'il est venu chercher, c'est pas forcément quelque chose de joli, etc. Hein. Et donc, nous, en termes d'architecture, on a identifié 4 types d'attentes, en fait, sur le secteur. On a l'attente où le client, il est fan d'une marque. Donc, par tous les canaux, il ira dans cette marque et il est prêt à participer à la marque, à dire ce qu'il pense de la marque, etc. Donc, ce sont les fabricants, les producteurs. Ensuite, on a les clients qui savent ce qu'ils veulent, mais il faut que ça aille vite. Donc là, ils vont aller chez des distributeurs. Ensuite, il y a les clients qui cherchent une solution, comment mieux manger, comment refaire ma salle de bain, etc. Donc là, ils vont aller chez des commerçants, Comex, échanger avec. Et parfois, des clients, ils vont vouloir être surpris par des marques, ils vont aller dans des médias. Donc, des médias, hein, c'est des ventes privées, des Galeries Lafayette, c'est des gens, en fait, on va les voir parce qu'on veut découvrir des marques qu'on n'attend pas. On va aller chez un distributeur, genre Cdiscount, Lidl ou Amazon, parce qu'on sait que ça va vite. On va chercher du conseil, etc., chez un Leroy Merlin, etc. Et puis, on va aller dans une marque comme L'Oréal, etc., parce qu'on sait qu'on a n'importe quoi. Et pourquoi je dis ça, c'est que derrière, je pense que les marques doivent être extrêmement claires, et moi je le vois souvent, quand je leur pose la question, vous êtes qui? Vous êtes un distributeur, vous êtes un commerçant, vous êtes une marque, fabricant, ou est-ce que vous êtes un média? Et souvent, quand il y a un flou là-dessous, ça pose un problème ensuite pour échanger sur quel type de data client vous attendez pour la conversation. Parce qu'on voit bien que chez un distributeur, la conversation avec le client va être portée sur où en est mon colis, etc. Alors que la data conversationnelle chez un commerçant, ça sera « Ah, vous avez déjà acheté ce type de carrelage, il faut ce type de colle, etc. etc. » Donc, concrètement, sur le lieu de vente, quand on va chez un distributeur, le vendeur, il tourne le dos au client parce qu'il est en train de faire la mise en rayon. Alors, on va chez un commerçant, le vendeur, il est face au client parce qu'il l'accueille pour… Et quand on va dans un showroom, donc là où il y a une marque, le vendeur, il est à côté de vous pour faire l'expérience. Donc, toutes ces déclinaisons qui, derrière, ont un impact, hein, puisque le modèle de données ne sera pas le même. Donc, en gros, l'historique client ne sera pas non plus le même. Ce client, on ne peut pas le livrer parce qu'il est au 3e étage. Ce client, etc., ça va concerner un distributeur. Et donc, toute cette… qualité en fait nécessaire pour avoir une bonne expérience client et faire en sorte que le client, aujourd'hui, c'est probablement un nouveau travail à faire sur les marques autour de la data client. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas, mais ça devient clé puisqu'on n'est plus sur un modèle où on veut attraper à tout prix. Non, aujourd'hui, il faut être clair sur son modèle et avoir une donnée qui porte la structure et la valeur que l'on a à apporter au client. Oui, il y a un vrai sujet autour… déjà autour de la qualité de la donnée, ça c'est sûr, et autour de la mesure. On parlait des cookies tout à l'heure. Il y a certains cas d'usage qui ont été beaucoup, voire peut-être trop exploités. Des cas d'usage qui utilisent le cookie de retargeting. Alors ça nous est tous arrivé d'être retargeté 6 fois sur un stylo qu'on a déjà acheté. Ça, ce sont des cas d'usage qui utilisent le cookie, qui sont simples et qui permettent de favoriser effectivement le fast retailing, donc le fait qu'on achète vite. Après, il y a d'autres cas d'usage qui tournent autour de la mesure. Et là, on voit qu'il y a encore une bonne marge de progression. Sur la mesure, il y a le chiffre qui revient souvent dans le retail. Alors, je ne sais pas aujourd'hui combien on est exactement, mais en général, le chiffre qu'on voit encore l'année dernière, c'était 80% des retailers sont encore au last click, en attribution. Donc, c'est-à-dire que c'est le dernier point de contact
avant la conversion, qui va être attribué à la vente. C'est évidemment une vision simplifiée. Il y a aussi le frequency capping, donc, qui permet de capper finalement du retargeting cross-device, hein, qui aujourd'hui peut faire. Donc il y a déjà une bonne mesure de ces interactions avec les clients, de comprendre ce pourquoi ils viennent, ce que tu disais Jean-François, et ça c'est encore quelque chose qui est à faire avec un vrai sujet de qualité et d'exploitabilité de la donnée. Et après il y a apporter cette valeur, et là il y a apporter cette valeur quel que soit finalement le point d'interaction. Et c'est un cas, par exemple, qu'on a eu avec Breitling, où on a utilisé les données digitales, donc les données de consultation des montres. Donc là, c'est plutôt le métier de conseil dont tu parlais, Jean-François, oui. pour envoyer ces données au point de vente et que le conseiller en point de vente puisse préparer son rendez-vous avec les informations de ce qui a été consulté, des montants, etc. Et là, la valeur ajoutée, elle est directe. C'est-à-dire que le client voit que, le conseiller est au courant et il y a une vraie valeur ajoutée du conseil. Et ça, c'est un positionnement fort de la marque, mais qui suppose, une vraie maîtrise de la qualité de la donnée, une vraie mesure et une compréhension de ce pourquoi vient le client. Et troisièmement, une capacité à être omnicanal, alors multicanal, il y a tout, voilà, chaque année, on change de terme, mais c'est toujours le même enjeu de finalement casser les silos et de pouvoir apporter de la valeur, quel que soit le touchpoint du client. Ouais. Donc, pour reprendre un petit peu les deux thèmes qu'on a abordés ensemble, et je vous remercie encore, et surtout, n'hésitez pas dans le chat à poser les questions. Ce qui résume, en fait, quelque part, qui ressort, c'est que globalement, on va aller dans un monde où le consommateur devient un acteur. Il va à la fois choisir ses applications, ses clients, etc. Et donc, globalement, il va faire peut-être de l'intégration. Donc, peut-être que les marques vont pouvoir donner au client la capacité de choisir les canaux ou la manière dont il veut voir les produits dans ses apps, dans ses configurations de portail. Et en même temps, peut-être que le client, il va également dire à la marque ce que la marque doit se connaître de lui pour mieux le servir. Donc, en gros, c'est quelque part le client qui reprend la main. Donc, c'est un thème qui est, je dirais, ça fait 10-15 ans qu'on en parle, le Vendor Relationship Management, en opposition au Customer Relationship Management. En gros, c'est le client qui prend en main la relation avec la marque et qui finalement fait le dernier maître. Hein. C'est lui il sait ce qu'il veut. Donc, on lui donne à la fois des applications et des manières en fait de cruncher et d'aller chercher le service qu'il veut. Et on lui donne la proposition en fait de donner à la marque les informations qu'il pense seront utiles pour une meilleure relation avec lui. Est-ce que ça, c'est une dynamique que vous voyez émerger, en fait? Parce que bon, ça fait un longtemps qu'on en parle, mais maintenant, avec l'interopérabilité, le RGPD, la transformation de la société, globalement, et puis la montée en maturité des clients, et on l'a vu avec cette crise Covid, hein, sur le digital, il y a eu une montée rapide. Est-ce qu'on va enfin aller dans ce monde où le client, quelque part, prend le pilotage de sa relation avec les marques qu'il a choisies? Oui, en fait, je peux apporter un complément au-delà de l'attaque client. Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la data stock, par exemple. La rapidité de livraison et la qualité de la livraison, c'est le premier critère d'achat en ligne. Les clients, si vous livrez en J+5 aujourd'hui, ils partent. Parce qu'en fait, trouver un produit, un t-shirt blanc chez Uniqlo ou chez H&M, c'est toujours un t-shirt blanc. Je parlais tout à l'heure de la marque passion. Trouver une paire de Stan Smith chez Foot Locker ou Go Sport, si vous livrez un en J+5 et l'autre en J+2, vous allez au J+2, même si c'est plus cher d'ailleurs. Okay. Et Amazon l'a bien compris, puisqu'ils ont eux-mêmes mis le standard, qui est devenu un standard pour tous les retailers, et c'est tout le problème aujourd'hui qu'on a, que les retailers ont. Et en plus, ils le font payer, en fait. Et il y a de plus en plus d'abonnés au service de livraison express de Amazon. Parce que cette rapidité de livraison, c'est... Et donc, qu'est-ce qui est lié à ça? Au-delà de la data client, c'est cette data produit et c'est cette data de stock. Où sont, dans mes magasins, les points de stock qui vont créer cette expérience de livraison ultra rapide, ultra qualitative. Donc ça, c'est le point. Et puis, il y en a un autre qui est lié à tout ça, c'est que vous le gérez autour de la personnalisation de l'offre. Et quand on fait ça chez Smile, c'est dire le moteur de recommandation, le moteur de search, on va intégrer. Finalement, il doit lier à la fois la data client, la data stock, la data. On a même un client qui s'appelle Camif et qui est en train de travailler sur des algorithmes de recherche qui sont liés à son positionnement d'enseigne, de distributeur en fait. Et du coup, les règles de gestion qu'il va appliquer, c'est lié à son positionnement et à la valeur de l'entreprise. Et ce qui est incroyable, puisque finalement, il fait adhérer son entreprise à des considérations clients, et c'est son client, et c'est la tendance du marché, la tendance du responsable, qui va driver la manière dont l'entreprise va s'adapter.
D'accord, mais le client, là, il participe volontairement ou c'est implicite? On lui dit, c'est implicite. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une étape à franchir en demandant au client lui-même d'exprimer, en fait? Alors, Typiquement, la CAMIF, on pourrait très bien dire, la CAMIF pourrait dire, est-ce que vous acceptez d'être livré en 5 jours parce que l'impact, en fait, environnemental alors, il y en a de plus en plus. sera… Je crois parce que que… la Redoute fait quelque chose comme ça. Absolument. Et ils allongent les délais de livraison en se disant que finalement, ils sont plus responsables. Et c'est Voilà, c'est ça. possible, mais en fait, on peut aujourd'hui, avec les technologies qu'on est capable d'intégrer, répondre à un enjeu client fort qui est la disponibilité du produit le plus rapidement possible et en même temps avoir répondre à un enjeu environnemental ou à un enjeu opérationnel. Il suffit juste de mettre les bonnes technologies et le bon traitement de cette donnée-là. Et c'est pour ça que je pense que dans cette société du graphe, le client, s'il prend la main, il va pouvoir lui-même dire, moi, je suis prêt. On le voit, par exemple, dans le textile, de dire, je suis prêt à prendre 2 semaines, mais le produit, vous me le faites à la demande, et donc, ça ne sera pas un invendu, en fait. Et pareil sur l'information client. Si je donne à la marque en disant, tu peux m'appeler ou m'envoyer de la promo uniquement le samedi et le dimanche, ou tu peux me qualifier en fait la manière dont je suis traité par la marque. Ça, c'est des choses qui se font encore très très peu en fait, mais qui probablement ont un gros potentiel. Moi, je suis effectivement là-dessus. Je pense qu'il y a une vraie stratégie de collecte des préférences des clients dans le temps. Et en fait, le succès de cette stratégie de collecte des préférences, de compléter le profil, des opt-in, etc., c'est ça qui va, dans le temps, montrer si le succès, ça va se voir dans le temps. Ça va pas se voir tout de suite. Ça va être, on a réussi à fidéliser le client plusieurs années. Et c'est ça, au final, qui va être le juge de paix sur oui, effectivement, j'ai une relation durable avec mes clients. Et c'est vrai que c'est une stratégie de collecte qui est un peu différente, où le client va être vraiment partie prenante. Oui. Moi, j'ai pas encore vu en fait de marque qui propose un vrai tableau de bord à ses clients pour lui dire voilà ce que je sais de toi, dis-moi ce que tu attends de moi. Et parce que je pense que en revanche, si on rentre dans cette dynamique, alors on commence à le voir un petit peu, mais si on rentre dans cette dynamique, c'est très fidélisant. C'est-à-dire que quand j'investis dans une marque pour lui dire ce que je veux, je vais pas du jour au lendemain changer d'adresse en fait. Mais il y a peut-être encore un frein en fait à donner la main au client. Il faut bien essayer. On a des dispositifs de retour des clients même pendant la navigation. Après, c'est vrai que c'est pendant la navigation. En général, c'est sur des sujets qui concernent la navigation, tel module, etc. Là, on parle d'autre chose. C'est vraiment sur le long terme, on parlait de développement d'offres et de services, et notamment de services pour fidéliser. Ça va aller de pair. Effectivement, il faut avoir après le service, la capacité à développer les services qui vont derrière. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est une tendance qui aujourd'hui, on ne voit pas trop encore aujourd'hui. Mais avec ce qu'on vient de se dire sur l'importance de la donnée first et l'évolution finalement du marketing, ça va être aussi des choses qui probablement vont être appelées à croître. Ouais. Et donc être moins dépendant de toutes les sociétés en fait qui font, on va dire, du marketing en amont en fait, puisque la marque va traiter directement avec son client. Oui, il va y avoir effectivement des interactions directes. Après, il y a aussi la valorisation de la donnée first. À partir du moment où les retailers sont assis sur une main d'or, qui est leur donnée first party, ils vont pouvoir aussi être des partenaires d'autres retailers. C'est ce qu'on voit notamment dans la GSA, qui pour des Danone, des Nestlé, ont ces données-là. Et ça se développe et on le voit en ce moment. Et d'ailleurs, on travaille avec eux, avec certains acteurs de la GSA là-dessus, à développer cette offre et à trouver les bons partenaires. Donc oui, la marque a sa donnée forte et c'est la mine d'or, c'est le plus granulaire, c'est ce qui sera le plus exploitable. Après, il y a aussi trouver des bons partenaires dans un écosystème qui va voir le cookie, qui était quand même un outil universel. Là, on va aller vers des solutions qui sont plus par partenaire, qui vont pouvoir proposer un complément quelque part à la donnée first de chacun des retailers. Je pense qu'il y a un sujet, c'est que le client, aujourd'hui, ne sait pas monétiser sa propre data. Il ne sait pas la valoriser. Aujourd'hui, on apprend dans l'entreprise à valoriser la donnée de l'entreprise. Aujourd'hui, on peut imaginer que demain, c'est le client qui est maître de ça et qui valorise la data qu'il donne à l'entreprise.
comme aujourd'hui, par exemple, on a un exemple, c'est Waze. Waze, ça fonctionne pourquoi? Parce que chacun donne la data. Et comment on est valorisé? Par un service qui est bien gratuit. Mais on pourrait aller même plus loin, en fait. Et ça, je pense que chaque consommateur, chaque client ne valorise pas suffisamment sa data ou on ne lui donne pas la possibilité de le faire. Si demain, une entreprise donne la possibilité à chaque client de valoriser sa data, de quelque manière que ce soit, en termes de fidélisation, en termes etc., de service, alors il y a peut-être un moyen de fidéliser, de nurturer beaucoup mieux son client. Donc en fait, les marques doivent participer quelque part, non pas au travail un peu d'exploitation, mais elles doivent aider leurs consommateurs à prendre conscience de leurs valeurs. Et si elles les accompagnent à prendre confiance de la valeur, quelque part, ça crée des nouveaux types de relations qui peuvent être profitables en fait pour les deux parties. C'est une vraie révolution là, pour le coup. C'est une vraie révolution, oui, en effet. Bon, c'était super intéressant. On arrive au bout de l'heure. Jean-Charles, Nicolas, est-ce que vous avez des points que vous voudriez aborder en termes de projection, je pense qu'on a été assez loin dans la projection, mais c'est une projection qui n'est pas non plus de la science-fiction, hein, parce que je crois qu'on va y aller rapidement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et donc en conclusion, je vous laisse la main. Tu veux commencer, Nicolas, ou tu veux que je conclue? Ouais, non, moi je vais dire, juste, nous, 55, comme je disais, on travaille sur la data marketing. Il y a un fort enjeu aujourd'hui d'exploiter la donnée client, montrer la valeur, la prouver au client, à la fin de l'enrichir, hein, quelque part, c'est ce qu'on vient de se dire. Et une des clés, c'est le fait qu'il y ait une vraie transversalité dans les outils. Il y a un lieu où on stocke, on traite la donnée et on doit pouvoir après l'activer. Et ça, c'est vrai qu'avec Microsoft, hein, on travaille déjà avec vous chez plusieurs de nos clients. On voit que c'est assez efficace de, partir des usages de la mesure. Et comme je disais, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc, la mesure, la collecte de données, c'est la base. Et ensuite, ce qu'on fait avec des outils type Power BI, par exemple, et pouvoir la traiter, la centraliser, la traiter et l'activer suivant les préférences du client. Et ça, c'est des projets qu'on a en cours, notamment avec vous, avec Azure, et qui permettent justement de faire ce move vers l'exploitation de la donnée client et cette collecte de préférences dont je parlais. Absolument. Ouais. Peut-être, Jean-Charles. Ouais, pour compléter, moi, je suis convaincu qu'en fait, l'un seul n'apportera pas toute la valeur à l'entreprise et l'expérience. Notre travail, c'est de créer des expériences en développement, en travaillant sur l'UX, le design, etc. Les expériences d'interaction entre le collaborateur de l'entreprise et les clients et avec l'enseigne, la marque, etc. Et en fait, il y a ces piliers-là. Il y en a deux peut-être principaux qui sont la data, travailler cette data qui est manquante, la data qui est dormante, travailler cette data qui est mal qualifiée, mal utilisée, mal exploitée parfois. Donc c'est la discussion qu'on a eue avec vous, c'est pour ça qu'on travaille aussi avec des gens comme Microsoft pour plein de choses, de la sécurité, etc. Et puis il y a la manière de l'utiliser cette data et trouver les bons outils pour l'exploiter. Donc c'est des outils internes pour travailler cette data, mais aussi des outils qui vont permettre de l'exposer efficacement, de l'exposer sans compromis. Et le sans compromis aujourd'hui, c'est un des piliers importants pour le retail demain. Pour être différencié en fait. C'est un marché tellement concurrentiel aujourd'hui qu'il faut activer ces niveaux-là, qui sont à la fois la data et la flexibilité des architectures et de ce qu'on veut exposer. Oui, donc c'est bien autour de la data hein, qu'on va gagner toujours plus de prévisibilité et toujours plus d'agilité, hein, qui est quand même l'injonction contradictoire qu'on cherche tous à répondre. La data est un axe d'émancipation hein, pour les organisations, pour les individus. Encore faut-il effectivement que tout le monde s'acculture à ça et prenne conscience en fait de cette valeur. Également soit conscient du risque associé, mais le potentiel est juste phénoménal. Je voulais vous remercier, messieurs, Nicolas, Jean-Charles, c'était absolument passionnant. On est passé du présent et on s'est projeté sur les mois à venir, parce que je pense que c'est quand même en mois que vont arriver ces transformations. Je remercie l'audience. Vous avez à l'écran les emails, donc n'hésitez pas à revenir vers Nicolas, Jean-Charles. Pour le mien, donc moi je suis en charge de la stratégie sur tout ce qui est retail chez Microsoft. Je suis Jean-François Gomez, jfgomez@microsoft.com. Donc n'hésitez pas non plus à revenir vers moi. Notre objectif, c'est ensemble de créer le futur. Parce que si on ne crée pas le futur, on sera obligé de le subir. Et toute minute passée à résoudre un problème ne l'est pas à créer le futur.
Et quand on crée le futur, bien souvent, les problèmes du passé disparaissent. Donc, c'est ensemble, en fait, qu'on peut, et c'est extrêmement excitant, aller construire ce nouveau retail. Merci à tous. Nicolas, Jean-Charles, encore merci pour votre participation. Merci à tous les participants. On compte sur vos questions ou vos interactions directes. Merci beaucoup. Allez boire un coup. Merci, messieurs. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.